Je m'appelle Jessica Reed. J'ai 46 ans et pendant 12 ans, j'ai cru que je construisais une famille. Je vais vous raconter ce qui s'est passé dans les 17 jours entre ce courriel et le jour du mariage lui-même, et ce qu'il y avait dans la boîte que j'ai envoyée au lieu de me présenter. Mais d'abord, vous devez comprendre les 5 règles, car elles vous disent tout sur le genre de famille dans laquelle je m'étais réellement marié. Le courriel venait de Nicolas, mon mari, 52 ans, un homme que j'avais autrefois considéré comme la personne la plus stable que j'ai jamais rencontrée. Stable, il s'avère, n'est qu'un autre mot pour quelqu'un qui ne veut jamais faire de vagues, même lorsque le bateau coule avec vous encore à l'intérieur. Le courriel commençait sans salutation, juste une ligne sur le désir de clarté avant le grand jour, puis la liste. Premièrement, je devais retirer la plainte civile que j'avais déposée concernant les 420 000 $ que j'avais investis dans la boutique d'Olivia 3 ans plus tôt. De l'argent qui avait disparu en même temps que les documents de propriété promis qui ne se sont jamais matérialisés. Deuxièmement, je devais signer un accord de non-divulgation promettant de ne jamais discuter des finances de notre famille avec qui que ce soit, jamais, pour le reste de ma vie. Troisièmement, je devais transférer l'acte de propriété de mon chalet au bord du lac, une propriété que j'avais achetée avec mon propre argent 5 ans avant de rencontrer Nicolas, dans une nouvelle fiducie familiale qui bénéficierait finalement à Olivia. Quatrièmement, je devais contribuer à hauteur de 40 000 $ supplémentaires aux frais du mariage, décrit dans le courriel comme une preuve d'unité familiale. Et cinquièmement, je devais présenter des excuses publiques lors de la réception, m'excusant auprès de la famille pour avoir créé la division. En bas, dans une seule phrase que j'ai lue tellement de fois que je pourrais la réciter dans mon sommeil, Nicolas a écrit « Suivez les 5 ou ne venez pas ». Je suis resté longtemps avec cette phrase. Je veux être honnête avec vous sur ce que j'ai ressenti, parce que je pense que beaucoup de gens s'attendent à ce que je dise que j'ai eu le cœur brisé, et peut-être que quelque part sous tout cela, il y avait du chagrin. Mais ce que j'ai ressenti pour la plupart était quelque chose de plus proche de la clarté. Le genre de clarté qui vient après des années à plisser les yeux devant quelque chose de trop douloureux pour le regarder directement. Et puis un jour, le brouillard se lève et vous envoyez toute la forme. J'ai vu à ce moment-là toute l'architecture de mon mariage mise à nu. Je n'étais pas une épouse. J'étais une ressource. Et les ressources ne sont pas invitées aux célébrations. Elles reçoivent des instructions. Je n'ai pas pleuré. Je veux être clair à ce sujet, car je pense que cela m'a même surprise. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai réservé une semaine dans un complexe hôtelier à Maui, le genre d'endroit avec une piscine à débordement qui semble se déverser directement dans l'océan, des cabanons privés, un spa qui sent l'eucalyptus et l'argent discret. Je l'ai réservé pour les dates exactes du week-end de mariage d'Olivia. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable, je me suis préparé une vraie tasse de café, le bon que je garde habituellement pour les week-ends, et j'ai appelé un service de messagerie spécialisé dans les livraisons sécurisées et professionnelles. J'ai passé les jours suivants à préparer quelque chose. Pas une réfutation, pas un match de cris déguisés en toast. Quelque chose de plus silencieux, et je pense, bien plus dévastateur que tout ce que j'aurais pu dire à voix haute dans cette salle de bal. Je ne vous dirai pas tout ce qu'il y avait à l'intérieur pour l'instant, parce que l'ordre des choses a son importance ici. Et je veux que vous compreniez les années qui ont mené à ce moment avant de vous montrer comment cela s'est terminé. Mais je vais vous dire ceci. Ce n'était pas des bijoux. Ce n'était pas un chèque. Ce n'était pas un geste mesquin destiné à embarrasser qui que ce soit devant ses invités. C'était quelque chose qu'Olivia ne s'attendait jamais à ce que quelqu'un mette réellement par écrit. Quelque chose que Nicolas ne s'attendait jamais à ce que j'ai le courage d'envoyer. Et au moment où le jour du mariage est arrivé, je n'étais pas dans la pièce. J'étais à 6000 miles de là, assise au bord d'un océan qui ne savait rien et ne se souciait de rien de tout cela, regardant une retransmission en direct sur mon téléphone avec ma meilleure amie Karen à mes côtés. Attendant de voir ce qui se passerait lorsque 300 invités au mariage découvriraient exactement le genre de famille qu'ils avaient célébré. Mais pour comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, et pourquoi je n'ai ressenti aucune culpabilité à ce sujet, il faut remonter 12 ans en arrière. Au jour où j'ai rencontré Nicolas Reed et cru de tout mon cœur que j'étais sur le point de faire partie de quelque chose qui valait la peine d'être construit. C'est là que je dois commencer. J'ai rencontré Nicolas lors d'un gala de charité à Chicago il y a 12 ans, à l'époque où je croyais encore que le bon type d'amour pouvait compenser presque tout. J'avais 34 ans, récemment divorcé, prudente comme on le devient après qu'un mariage vous ait appris une dure leçon. Nicolas était différent de tous ceux que j'avais fréquentés.
Il avait cette façon stable et délibérée d'écouter, comme si ce que vous disiez était la chose la plus importante dans la pièce. Il posait de bonnes questions. Il se souvenait de petits détails de conversations précédentes, le nom de mon chien d'enfance, le fait que je prenais mon café avec exactement un sucre. En y repensant maintenant, je comprends que cette attention peut être une sorte de performance en soi, mais à l'époque, j'avais l'impression d'être vu pour la première fois depuis des années. Il avait une fille, Olivia, 15 ans quand nous nous sommes rencontrés, silencieuse et observatrice de la manière particulière des adolescents qui ont perdu leur mère trop jeune. La première femme de Nicolas était morte d'un cancer quand Olivia avait 9 ans, et il y avait une fragilité en eux deux que j'ai prise, dans ma naïveté, pour une invitation. Je voulais aider. Je voulais être utile à cette famille qui semblait avoir besoin exactement de ce que j'avais à offrir, ce qui à l'époque était la stabilité, la patience, et bien que je ne m'en sois pas encore pleinement rendu compte, l'argent. J'ai sincèrement essayé d'être une bonne belle-mère. Je conduisais Olivia à l'entraînement de football quand Nicolas avait des réunions tardives. J'assistais à ses pièces de théâtre scolaire et je l'aidais à étudier pour le SAT. Je veux que vous compreniez qu'aucun des événements ultérieurs n'efface ces années, du moins pas dans ma mémoire. Je l'aimais de la manière compliquée dont on aime un enfant qui n'est pas tout à fait le vôtre, mais qui est quand même devenu le vôtre. Cet amour est exactement la raison pour laquelle je n'ai pas vu ce qui m'arrivait jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Cela a commencé modestement, comme ces choses-là le font toujours. Les frais de scolarité universitaire que Nicolas avait dit que nous partagerions, sauf que d'une manière ou d'une autre, c'était toujours ma carte qui était débitée lorsque la facture du semestre arrivait. Un premier appartement en deuxième année, dépôt de garantie et meubles parce qu'elle a juste besoin d'un petit coup de pouce pour commencer. Une dette de carte de crédit apparue de nulle part pendant sa dernière année, 11 000 $, que j'ai remboursé sans trop de conversation, parce que Nicolas me regardait avec cette expression, mi-suppliante, mi-expectative, et disait la même phrase qu'il disait toujours. Elle ne fait que commencer. Je l'ai cru pendant des années. Je l'ai cru. Chaque fois qu'Olivia prenait une décision financière que je trouvais personnellement imprudente, un voyage coûteux déguisé en réseautage, une voiture qu'elle ne pouvait pas se permettre, un petit ami qu'elle finançait grâce à 2 emplois qu'elle n'a jamais réellement exercés. Je me disais que c'était juste ce que la famille faisait les uns pour les autres. On rattrape les gens quand ils tombent. C'est tout l'intérêt d'aimer quelqu'un. La plus grosse chute est survenue il y a 3 ans, quand Olivia a décidé qu'elle voulait ouvrir une boutique, un magasin de vêtements sélectionné dans un quartier branché de la ville, le genre d'endroit avec des briques apparentes et une enseigne écrite à la main. Elle est venue me voir directement, pas par l'intermédiaire de Nicolas, ce qui, je me souviens, m'avait touché à l'époque. Elle s'est assise en face de moi à ma table de cuisine avec un plan d'affaires sur lequel elle avait clairement fourni de réels efforts, et elle m'a demandé si je serais prête à investir. J'ai posé des questions sur la structure de propriété. Je n'étais pas naïve à ce sujet, ou du moins je le pensais. Nicolas m'a assuré, dans une conversation que je peux encore visualiser avec une clarté douloureuse, que je serais listé comme propriétaire partiel, qu'il y aurait des documents officiels, que c'était un véritable investissement et non un cadeau. J'ai transféré le premier versement dans la semaine. Au cours des 8 mois suivants, le total s'est élevé à 420 000 $. Mes cotisations de retraite ont ralenti. J'ai puisé dans des économies que j'avais constituées pendant plus d'une décennie. Mais je me suis dit que c'était un investissement dans la famille, dans l'avenir d'Olivia, dans le genre d'héritage que Nicolas et moi construirions ensemble. Les documents de propriété ne sont jamais arrivés. Chaque fois que j'en parlais, Nicolas avait une raison. L'avocat était lent. Olivia était débordée par l'ouverture du magasin. Il y aurait le temps de tout officialiser une fois les choses calmées. J'ai continué à lui faire confiance parce que c'est ce que 12 ans de mariage font à votre jugement. Cela use la partie de votre cerveau qui est censée remarquer quand quelque chose ne va pas. Ma meilleure amie Karen l'a vu avant moi. Nous nous connaissions depuis l'université, et elle n'a jamais eu peur de me dire la vérité, même quand je ne voulais pas l'entendre. Je me souviens d'être assise en face d'elle dans un bar à vin du centre-ville, lui racontant la dernière chose que j'avais payée, une urgence avec le bail de la boutique. Et elle a posé son verre et m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais. Aider sa famille n'est pas la même chose que de les financer pour toujours, Jessica, a-t-elle dit. Je me souviens avoir ri de cela. Je lui ai dit qu'elle ne comprenait pas la dynamique des familles recomposées, que Nicolas et Olivia avaient traversé tant de pertes, que c'était juste à cela que ressemblait l'amour quand on construisait quelque chose avec des gens qui avaient déjà tout perdu une fois.
J'ai complètement ignoré son avertissement. Je pense souvent à cette conversation maintenant, surtout les soirs tranquilles où je parcours de vieux relevés bancaires et des factures, traçant la forme exacte de tout ce que j'ai donné et du peu que j'ai jamais demandé en retour. Karen avait raison, bien sûr, elle a généralement raison. Mais il faudrait encore 1 an et une autre découverte dévastatrice avant que je comprenne enfin à quel point elle avait eu raison, et à quel point j'avais tranquillement cédé ma propre vie au nom du maintien de la paix. 2 jours après l'arrivée du courriel de Nicolas, j'ai fait quelque chose que j'aurais probablement dû faire des années plus tôt. J'ai appelé un avocat. Pas un ami de la famille qui pourrait adoucir la vérité pour protéger la relation, mais un vrai avocat, vif et non sentimental, quelqu'un qui n'avait aucun intérêt à ce que Nicolas et moi restions en bons termes. Elle s'appelait Melissa Grant, et je l'ai trouvée grâce à la recommandation d'une collègue qui avait traversé son propre divorce difficile. Je me suis assise dans le bureau de Melissa un mardi après-midi avec un dossier plein de documents que j'avais évités pendant des mois, et je lui ai demandé de m'aider à comprendre exactement ce que mon mari me demandait de signer. Melissa a tout lu 2 fois. Les documents de la fiducie, l'accord de non-divulgation, la proposition de transfert d'actes pour mon chalet au bord du lac. J'ai vu son expression passer de la neutralité professionnelle à quelque chose de plus vif, de plus concentré, le regard de quelqu'un qui vient de remarquer un schéma qu'il ne s'attendait pas à trouver. Elle a posé les papiers sur son bureau et m'a regardé un long moment avant de parler. « Jessica, j'ai besoin que vous lisiez très attentivement le libellé de cette fiducie, dit-elle, en faisant glisser un document vers moi. Comprenez-vous ce à quoi vous accepteriez réellement ici ? » Je ne comprenais pas entièrement. C'était le but, je pense. Le langage était dense, enveloppé dans le genre de formulation juridique conçue pour être survolée plutôt que comprise. Mais Melissa m'a guidé ligne par ligne, et ce qui en est ressorti était bien pire que 5 conditions humiliantes pour assister à un mariage. Cachée dans les documents de la fiducie se trouvait une clause stipulant qu'en signant, je renoncerais de façon permanente à toute réclamation future liée à mes investissements dans la boutique d'Olivia. Une autre clause libérait à la fois Nicolas et Olivia de toute responsabilité liée aux $420 000 manquants. Une troisième confirmait par écrit que chaque dollar que j'avais jamais donné à cette famille avait été un don volontaire, pas un prêt, pas un investissement, rien que je ne pourrais jamais réclamer légalement. Je suis resté très immobile pendant que Melissa expliquait. Je me souviens de la qualité particulière du silence dans ce bureau, le bourdonnement de la climatisation, le son de mon propre rythme cardiaque, qui semblait inhabituellement fort à mes oreilles. Il ne s'agissait pas du tout d'un mariage. Le mariage n'était que l'occasion, le levier émotionnel, le point de pression qu'ils utilisaient pour me faire renoncer à des années d'abus financiers en échange du privilège de voir ma belle-fille se marier. « Il ne vous invite pas, a dit Melissa. Et je me souviens que sa voix était douce mais absolument certaine. Ils essaient d'acheter votre silence, et ils utilisent un mariage pour le faire. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine quand elle a dit ça. Pas la douleur aiguë de la trahison, que je portais déjà depuis des jours, mais quelque chose de plus froid et de plus résolu. J'ai dit à Melissa que je n'allais rien signer. Ni l'accord de non-divulgation, ni les documents de la fiducie, ni le transfert du chalet. Je n'allais pas donner $40 000 de plus. Et je n'allais certainement pas me tenir devant 300 personnes et m'excuser d'avoir créé la division alors que la seule chose que j'ai jamais créée était la fondation financière sur laquelle toute cette famille se tenait discrètement depuis plus d'une décennie. Melissa a hoché la tête, sans surprise. Et puis elle m'a posé une question qui a changé la direction de tout ce qui a suivi. Avez-vous des documents ? Tout. Chaque virement, chaque courriel, chaque promesse faite au sujet de la propriété. Je les avais, en fin de compte, plus que je ne l'avais réalisé. 12 ans de mariage génèrent une trace écrite stupéfiante quand on se met à la chercher. Au cours des jours suivants, j'ai cessé de réagir émotionnellement au courriel qui se trouvait dans ma boîte de réception et j'ai commencé à travailler méthodiquement à la place. Je veux être honnête avec vous sur ce que ce processus a ressenti, parce que je pense que les gens imaginent un dénouement dramatique et larmoyant, et ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé était plus silencieux et, à certains égards, bien plus troublant pour toutes les personnes impliquées, y compris moi. J'ai ouvert de vieux comptes de messagerie que je n'avais pas consultés depuis des années. J'ai sorti des relevés bancaires remontant à une décennie. J'ai trouvé les messages textes originaux où Nicolas avait promis par écrit que je recevrais des documents de propriété officiels pour l'investissement dans la boutique. J'ai trouvé des confirmations de virement pour les paiements de scolarité, le dépôt de garantie de l'appartement, le remboursement de la carte de crédit.
J'ai trouvé des messages vocaux que j'avais oublié avoir sauvegardés. La voix de Nicolas me rassurant que les papiers arrivent. Je te le promets, donne juste un peu plus de temps à l'avocat. Karen m'a aidé à tout organiser chronologiquement, étalant les documents sur la table de ma salle à manger comme si nous construisions la chronologie d'une affaire criminelle plutôt que de reconstituer l'histoire financière d'un mariage. D'une certaine manière, je suppose que c'est exactement ce que nous faisions. Je me souviens que Karen a levé les yeux d'une pile de factures tard un soir, l'épuisement et quelque chose comme de la colère dans les yeux. Jessica, ce n'est pas juste de la négligence. C'est un schéma. C'est délibéré. J'ai hoché la tête parce qu'à ce moment-là, je l'avais compris aussi. 12 ans de petits compromis, de juste cette fois, de elle ne fait que commencer s'était transformé en quelque chose que je pouvais enfin voir clairement étalé sur la table de ma salle à manger. Ce n'était pas un mariage qui avait dérivé. C'était un système qui m'avait exploité pendant plus d'une décennie. Et le mariage était simplement sa demande finale, la plus audacieuse. J'ai pris une décision cette nuit-là, assise en face de Karen avec du café refroidi et des papiers étalés entre nous. Je n'allais pas me disputer avec Nicolas. Je n'allais pas l'appeler en hurlant ou le supplier de voir la raison ou essayer d'expliquer à Olivia ce qu'elle n'avait apparemment jamais pris la peine de comprendre sur la provenance réelle de l'argent de sa boutique. Se disputer donne aux gens la possibilité de broder une histoire, de transformer les faits en sentiments, de faire en sorte que tout ressemble à un malentendu entre deux personnes qui s'aiment. Je n'allais pas me disputer. J'allais documenter. Et puis j'allais laisser les documents parler d'eux-mêmes devant chaque personne qui comptait pour cette famille, au moment exact où ils s'y attendaient le moins. Karen et moi avons passé la meilleure partie d'une semaine à la table de ma salle à manger, examinant tout avec le genre de concentration habituellement réservé aux personnes qui construisent un dossier juridique, ce qui, en un sens, est exactement ce que nous faisions. Ce que nous avons trouvé allait bien au-delà des documents de propriété manquants que je connaissais déjà. Cela allait dans un territoire qui m'a retourné l'estomac d'une manière que je n'avais pas prévue, même après tout. Les dossiers financiers de la boutique, que Mélissa avait obtenus par la procédure de communication des pièces une fois que j'avais officiellement déposé ma plainte, racontaient une histoire qu'Olivia ne m'avait jamais mentionnée. Sur les 420 000 $ que j'avais investis, seule la moitié environ était effectivement allée dans l'entreprise elle-même, dans les paiements de loyer, les stocks, l'aménagement de cette charmante façade en briques apparentes que j'avais visitée exactement 2 fois avec une fierté sincère. Le reste avait été détourné. Un voyage de 10 jours sur la côte amalfitaine, réservé sur le compte de l'entreprise et étiqueté comme un voyage de recherche d'acheteurs. Bien que l'itinéraire que Karen a trouvé enfoui dans un ancien courriel montrait des clubs de plage et des réservations de dîner, pas une seule réunion de fournisseurs. Des sacs à main de créateurs achetés avec la carte de crédit de l'entreprise de la boutique, plusieurs milliers à la fois, classés dans les livres comme l'échantillon d'inventaire. Une procédure cosmétique payée en 2 versements directement depuis le compte de l'entreprise, classée sous consultation marketing. Et le plus frappant de tout, une partie de la compte pour le lieu de mariage d'Olivia elle-même provenait de ce même compte, acheminé par une série de virements conçus pour ressembler sur le papier à des dépenses professionnelles ordinaires. Je suis resté longtemps avec cette découverte. Je veux vous dire que j'ai été choqué. Mais honnêtement, à ce stade du processus, le choc avait commencé à ressembler à un luxe que je ne pouvais plus vraiment me permettre. Ce qui m'est resté à la place, c'est quelque chose de plus silencieux et de plus douloureux. Ce n'était pas de l'imprudence. C'était une jeune femme qui avait appris très tôt et très bien que l'argent apparaissait simplement quand elle en avait besoin, et que personne dans sa vie n'allait poser de questions difficiles sur où il allait. Nicolas le savait, c'était la partie avec laquelle j'ai dû vivre le plus longtemps. Karen a trouvé une série de courriels entre Nicolas et plusieurs fournisseurs de mariage, un fleuriste, un traiteur, le coordinateur du lieu, dans lesquels il avait écrit à plusieurs reprises une version de la même phrase. Jessica couvrira les frais. Pas nous discuterons du budget, pas laissez-moi vérifier avec ma femme. Juste une supposition plate déclarée à des étrangers que j'étais une ligne de dépenses dans le budget de mariage de sa fille, une qu'il ne ressentait aucun besoin particulier de consulter avant de dépenser. La découverte qui m'a le plus affecté, cependant, n'était pas dans un courriel ou une facture. C'était quelque chose que Karen a trouvé presque par accident, en faisant défiler une ancienne discussion de groupe qu'Olivia avait apparemment oublié être encore connectée à une sauvegarde cloud partagée d'un téléphone qu'elle avait mis à niveau 1 an plus tôt. Dedans, en parlant des coûts du mariage avec ses demoiselles d'honneur, Olivia avait écrit quelque chose auquel j'ai pensé plus de fois que je ne peux le compter depuis. J'ai lu cette phrase 3 fois.
Je me souviens avoir posé mon téléphone sur la table très soigneusement, de la manière dont on pose quelque chose qui pourrait autrement se briser si on n'était pas doux avec. Karen a tendu la main et a mis sa main sur la mienne, et aucune de nous n'a rien dit pendant un moment. Il y a un genre particulier de deuil en apprenant que les personnes que vous aimiez le plus n'étaient pas seulement négligentes avec votre générosité. Elles l'avaient calculé. Elles avaient construit un modèle de prédiction autour de votre volonté d'être utilisée, et elles avaient eu raison à votre sujet pendant plus d'une décennie. Je n'ai pas pleuré, cependant. Je veux être honnête que j'en ai été proche. Ce que j'ai ressenti à la place était une étrange clarté qui s'installait. Le même sentiment que j'avais eu en lisant les 5 règles de Nicolas 17 jours plus tôt. Je n'allais crier sur personne. Je n'allais pas écrire un courriel en colère exigeant des réponses ou appeler Olivia pour lui demander de s'expliquer ou confronter Nicolas à travers notre îlot de cuisine comme je l'aurais fait un an plus tôt. À l'époque où je croyais encore que ces conversations pouvaient mener à quelque chose d'honnête. Au lieu de cela, j'ai décidé de construire quelque chose. Pas une confrontation, une présentation. J'ai engagé un designer. Karen a recommandé quelqu'un qui construisait normalement des présentations commerciales pour des startups technologiques. Et j'ai expliqué exactement ce dont j'avais besoin. Pas d'insultes, pas de langage émotionnel, pas d'accusations déguisées en police dramatique ou en texte rouge de colère. Juste des faits, présentés avec la même précision nette que l'on attendrait d'un rapport de résultats trimestriel. Date, facture, signature, confirmation de virement bancaire, côte à côte avec les promesses qui les avaient accompagnés. Des captures d'écran du message de la discussion de groupe, présentées sans commentaire, car je comprenais alors que la vérité n'a pas besoin de décoration. Elle a juste besoin d'être visible. Nous avons travaillé sur plusieurs ébauches. J'ai insisté pour supprimer tout ce qui pouvait être lu comme amer ou vindicatif, tout ce qui donnait l'impression que je faisais cela par dépit, plutôt que de simplement refuser, enfin, de disparaître tranquillement comme on me l'avait demandé. Diapositive par diapositive, l'histoire se construisait, chronologique et indéniable, 12 ans, compressée en environ 40 cadres que n'importe qui pouvait comprendre en quelques minutes. Membre de la famille ou étranger, expert financier ou non. La diapositive finale, celle sur laquelle j'ai passé le plus de temps à perfectionner, contenait une seule phrase, texte blanc sur un fond noir uni, sans logo, sans fioriture. L'amour n'exige jamais la tromperie. J'ai regardé cette diapositive pendant longtemps après que le designer ait envoyé le fichier final. J'ai pensé à la jeune fille de 15 ans que j'avais conduite à l'entraînement de football, à l'étudiante de première année anxieuse que j'avais aidé à emménager dans son premier dortoir. La jeune femme en face de moi à ma table de cuisine me présentant son plan d'affaires avec une excitation sincère dans les yeux. J'ai pensé à quelle part de cette fille pouvait encore exister quelque part sous tout ce que je venais d'apprendre, et à quel point ce qui s'était passé n'était pas entièrement de sa faute. Pas quand les adultes autour d'elle avaient passé toute sa vie à lui apprendre que les conséquences étaient quelque chose que d'autres personnes absorbaient en son nom. Mais comprendre d'où vient la tromperie ne la rend pas acceptable, et j'avais passé 12 ans à confondre ma propre compréhension avec une obligation de continuer à l'absorber. La présentation était terminée. Maintenant, il me fallait le bon moment pour m'assurer qu'elle soit vue. J'ai appris l'existence de la cérémonie des cadeaux presque par accident, grâce à un message de groupe de l'organisatrice de mariage d'Olivia qui avait apparemment été envoyé au mauvais fil de discussion, destiné à un chat de coordination des fournisseurs. Mais atterrissant plutôt dans un groupe de logistique familiale où j'avais été discrètement laissé. Le message décrivait un moment spécial de cadeaux familiaux prévu pour la réception, une tradition élaborée qu'Olivia avait apparemment vue dans une émission de planification de mariage et avait décidé de recréer avant la première danse. Les membres de la famille immédiate présenteraient leurs cadeaux sur une petite scène installée à côté de la table d'honneur, ouvert un par un devant les 300 invités. Une petite performance organisée d'amour et de générosité à laquelle tout le monde pourrait assister. J'ai lu le fil de discussion plus attentivement après cela et j'ai trouvé quelque chose qui a fait que tout le plan s'est mis en place avec une précision presque étrange. Olivia avait spécifiquement demandé que mon cadeau soit gardé pour la fin. Ces mots exacts, transmis d'un message antérieur, était quelque chose comme « Gardez celui de Jessica pour la fin ». Elle fait toujours les choses en grand. Je suis resté un long moment avec cette phrase. Elle s'attendait à des diamants, ou à une voiture, ou à un chèque extravagant avec plusieurs zéros qu'elle pourrait brandir devant les appareils photo pendant que 300 invités applaudiraient la générosité de sa belle-mère une dernière fois. Elle s'attendait à ce que le schéma se poursuive exactement comme il l'avait toujours fait. J'ai décidé de lui offrir quelque chose de différent.
J'ai commandé une élégante boîte à souvenirs en bois, en noyer fini à la main avec un simple fermoir en laiton. Le genre d'objet qui a l'air cher et digne, posé sur une table de cadeaux, le genre de choses qui ne donne absolument aucune indication de ce qu'il y a réellement à l'intérieur jusqu'à ce que quelqu'un l'ouvre. À l'intérieur, j'ai placé plusieurs articles que j'avais choisis avec grand soin au cours des jours précédents. Une photo de famille datant d'années, nous 4 lors de vacances dans un chalet au bord du lac. Olivia, peut-être 17 ans. Nous sourions tous d'une manière qui m'avait semblé autrefois complètement sincère. Une courte lettre manuscrite, dont je vous parlerai plus tard, une petite clé USB contenant la présentation que Karen et moi avions construite, et 4 enveloppes scellées, chacune adressée individuellement de ma propre écriture, une pour Nicolas, une pour Olivia, une pour Ethan, son fiancé. Et une pour l'avocat de la famille qui serait présent en tant que témoin de la signature de la fiducie qui devait avoir lieu ce même week-end. J'ai aussi fait quelque chose qu'Olivia elle-même avait rendu possible sans le savoir. Des semaines plus tôt, avant que tout cela ne se déroule, elle m'avait demandé de monter une vidéo hommage pour la réception. Une sorte de rétrospective sincère couvrant nos années ensemble en tant que famille. Le genre de montage sentimental sur fond de musique qui joue pendant que les invités s'essuient les yeux avec des serviettes de cocktail. J'avais accepté à l'époque, avant les 5 règles, avant le bureau de Mélissa, avant de comprendre à quoi j'avais réellement affaire. Maintenant, j'ai envoyé un fichier à l'organisatrice de mariage. Je lui ai dit que c'était la vidéo hommage terminée, exactement comme demandé, autorisée pour la cérémonie. Elle m'a remercié chaleureusement et a confirmé qu'elle serait diffusée automatiquement une fois que le maître de cérémonie présenterait le segment des cadeaux. Je veux être honnête sur quelque chose ici, car je pense que c'est important. Je ne me sentais pas triomphante en faisant tout cela. Je ressentais quelque chose de plus proche de l'épuisement. La fatigue particulière qui vient après avoir finalement posé un poids que vous portiez depuis si longtemps que vous aviez oublié ce que votre corps ressentait sans lui. Il n'y avait aucune joie à emballer cette boîte. Il y avait une sorte de deuil, en fait. Le deuil de voir un chapitre de votre vie se terminer exactement de la manière que ses fondations avaient toujours garanti. Karen a pris l'avion avec moi pour Maui 3 jours avant le mariage. Je nous avais réservé une suite avec un balcon panoramique donnant sur l'eau. Et le premier soir, nous nous sommes assises dehors avec des verres de vin que nous avons à peine touchés, regardant le soleil plonger dans l'océan de cette manière dramatique, presque théâtrale, que les couchers de soleil hawaïens réussissent. Des traînées d'orange et de violet se mêlant à l'eau comme dans un tableau. Karen m'a demandé doucement si j'avais des doutes. Je lui ai dit la vérité. Je n'avais pas de doute sur la présentation elle-même. Ce que je pleurais, c'était tout ce que la présentation représentait. 12 ans que je ne pourrais pas récupérer, une version de la famille en laquelle je croyais sincèrement et qui n'avait apparemment jamais été réelle de la manière dont j'en avais besoin. Karen n'a pas essayé de me dissuader de ce deuil. Elle s'est juste assise avec moi, dedans, pendant un moment. Nous deux, silencieuses, le son des vagues remplissant l'espace où les mots auraient semblé inadéquats de toute façon. Le matin du mariage, je me suis réveillé tôt, j'ai fait du café dans la petite kitchenette du balcon et je ne me suis pas habillé pour une cérémonie à laquelle je n'avais aucune intention d'assister. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et confirmé le lien de diffusion en direct que le cousin de Nicolas avait mis en place pour les membres de la famille qui ne pouvaient pas voyager. Quelque chose initialement destiné à une tante âgée en Floride qui utilisait un fauteuil roulant et quittait rarement sa maison. Je me suis connecté discrètement sous un nom qui n'attirait pas l'attention, et j'ai attendu. Karen était assise à côté de moi sur le balcon avec son propre café, l'océan s'étendant, doré et immense derrière l'écran de mon ordinateur portable, et aucune de nous n'a dit grand-chose. Il n'y avait plus grand-chose à dire, honnêtement. Tout ce que j'avais besoin de communiquer était déjà dans cette boîte en noyer, déjà chargée sur une clé USB qui commencerait à jouer au moment où quelqu'un appuierait sur le mauvais bouton au bon moment. Je me souviens avoir regardé l'heure sur mon ordinateur portable, la voyant se rapprocher de l'heure à laquelle la cérémonie devait commencer, et sentir mon rythme cardiaque s'accélérer malgré le calme que j'avais tant travaillé à conserver. Quoi qu'il soit sur le point de se passer dans cette salle de bal à 6000 heures de là, je n'allais pas être dans la pièce. Mais pour la première fois en 12 ans, j'avais enfin l'impression d'être celle qui contrôlait la façon dont ma propre histoire serait racontée. La diffusion en direct s'est connectée un peu après 16 heures, heure d'Hawaï, ce qui correspondait à une heure avancée de la soirée à Chicago. Karen et moi étions assises côte à côte sur le balcon, l'ordinateur portable posé sur une petite table entre nous. L'écran montrait une salle de bal que j'ai reconnue instantanément,
même à travers la résolution légèrement granuleuse de la caméra d'un téléphone monté près du fond de la salle. Des lustres en cristal, des orchidées blanches sur chaque table, 300 invités en tenue de soirée, le faible bourdonnement des conversations et le tintement des verres remplissant le flux audio. Cela ressemblait, je me souviens avoir pensé, exactement au genre de mariage qui est magnifique en photo mais ne signifie presque rien sous la surface. Olivia était radieuse. Je lui accorde cela, et je le dis sans aucune amertume. Elle portait une robe ivoire ajustée, ses cheveux ramenés en arrière en vagues douces, et elle riait de quelque chose qu'une demoiselle d'honneur avait dit, complètement inconsciente de ce qui se trouvait dans une boîte ennoyée sur la table des cadeaux à 20 pieds d'elle. Nicolas se tenait près de la table d'honneur dans un costume anthracite, rayonnant de cette manière fière et satisfaite qu'il adoptait lors des événements où tout semblait se dérouler comme prévu. Le maître de cérémonie, un homme joyeux d'une trentaine d'années avec un microphone sans fil, a annoncé la cérémonie des cadeaux un peu après que le premier plat ait été débarrassé. J'ai vu Nicolas monter sur une petite estrade près de la table d'honneur, faisant un geste chaleureux vers la table des cadeaux en présentant la tradition qu'Olivia avait planifiée. Il a parlé brièvement de la générosité de la famille au fil des ans, puis, avec ce que je ne peux décrire que comme une fierté sincère dans sa voix, il a dit quelque chose qui me reste étrangement en mémoire chaque fois que j'y pense. Il a mentionné mon nom, a dit à la salle que j'avais préparé quelque chose de spécial et a dit qu'il avait hâte que tout le monde le voie. Olivia s'est dirigée vers la table des cadeaux, le bras de son nouveau mari passé dans le sien, bien qu'il ne soit pas encore son mari, bien sûr. Pas avant 20 minutes selon le programme. Elle a ouvert quelques autres cadeaux d'abord. Une enveloppe d'une tante, une œuvre d'art encadrée du partenaire commercial de Nicolas. Des applaudissements polis suivaient chacun d'eux. Puis elle a atteint la boîte ennoyée. Je l'ai regardé soulever le couvercle, j'ai vu son expression passer de l'anticipation à une légère confusion alors qu'elle sortait d'abord la photographie, nous quatre au chalet du lac toutes ces années auparavant. Elle a souri à cela, l'a brièvement montré aux appareils photo, a dit quelque chose sur de heureux souvenirs que je n'ai pas pu bien distinguer à cause du bruit ambiant de la salle. Puis elle a trouvé la lettre, et je l'ai regardé lire les premières lignes, son sourire faiblissant légèrement, ses yeux se déplaçant plus vite sur la page. C'est à ce moment-là que la vidéo hommage a commencé. Elle a démarré automatiquement, exactement comme je l'avais arrangé avec l'organisatrice de mariage, projetée sur le grand écran monté derrière la table d'honneur. Le même écran qui avait probablement montré un diaporama de photos de famille plus tôt dans la soirée. La première diapositive est apparue. Une simple carte de titre. Une histoire de famille en document. Le bavardage de la salle a légèrement diminué alors que les invités tournaient leur attention vers l'écran, s'attendant à du sentiment, s'attendant au genre de nostalgie douce que ces vidéos délivrent habituellement. Ce qui est apparu à la place, ce sont des relevés d'investissement. Des diapositives nettes, formatées professionnellement, montrant les 420 000 $ que j'avais virés à la boutique d'Olivia, suivies d'une capture d'écran du message texte original où Nicolas avait promis des documents de propriété officiels. La diapositive suivante montrait les véritables dossiers financiers de la boutique, le voyage sur la côte amalfitaine, les sacs à main de créateurs, la procédure cosmétique, chacun étiqueté clairement à côté de sa catégorie de dépenses falsifiées correspondante. Puis sont venus les courriels, fournisseur après fournisseur, Nicolas écrivant les mêmes 4 mots, Jessica couvrira les frais. Daté sur près d'un an de planification de mariage, pour laquelle je n'avais jamais été consulté. Je pouvais entendre la réaction de la salle à travers la diffusion en direct avant de pouvoir traiter pleinement ce que je voyais sur mon propre écran. Une vague montante de murmures, quelqu'un haletant de manière audible près du microphone, des chaises qui bougent alors que les invités se penchaient les uns vers les autres. Ethan, debout à côté d'Olivia à la table des cadeaux, s'est tourné pour regarder l'écran avec une expression que je pouvais lire clairement, même à travers les images granuleuses, la confusion, glissant rapidement vers quelque chose de plus dur. La capture d'écran du message d'Olivia à ses demoiselles d'honneur est apparue ensuite. Texte blanc sur fond noir. Inimitable. Jessica est trop molle. Elle signera n'importe quoi si papa le demande. J'ai regardé le visage d'Olivia lorsque cette diapositive a rempli l'écran derrière elle. Elle n'a pas bougé. Elle est juste restée là, la boîte toujours dans ses mains, pendant que 300 personnes lisaient des mots qu'elle avait apparemment oublié avoir jamais écrits. Ethan a posé la question que j'imagine que tout le monde dans cette salle se posait. Je l'ai entendu clairement à travers le microphone toujours clipsé quelque part près de la table d'honneur. Est-ce que c'est vrai? Nicolas s'est déplacé vers l'équipement de projection, presque immédiatement,
tripotant un ordinateur portable près de la cabine du DJ, essayant clairement d'arrêter la vidéo avant qu'elle n'atteigne ce qui allait suivre. Je l'ai vu faire des gestes frénétiques à l'organisatrice de mariage, une femme en robe noire avec un casque qui se tenait près du bord de la salle depuis le début. Sa réponse a été calme, professionnelle et absolument dévastatrice dans sa simplicité. J'ai pu voir sa bouche articuler les mots avant même que le microphone voisin ne les capte assez clairement pour que l'audio du flux les attrape. La salle est devenue silencieuse après ça, d'une manière qui semblait presque physique, un silence qui avait du poids. 300 personnes absorbant le fait que la femme qui venait apparemment de faire exploser ce mariage n'était même pas dans le bâtiment. Olivia a posé la boîte sur la table très lentement, ses mains visiblement tremblantes, et pendant un long moment, elle est simplement restée là, sous les lustres, dans sa robe ivoire, tandis que la diapositive finale de la présentation remplissait l'écran derrière elle. L'amour n'exige jamais la tromperie. Je l'ai regardé la lire. J'ai vu quelque chose dans sa posture s'effondrer légèrement. Pas de manière dramatique, pas le genre de panne théâtrale qu'on verrait dans un film. Juste une petite déflation humaine, le regard de quelqu'un qui réalise que tout ce qu'elle aime le plus vienne de voir la vérité arriver sans sa permission. Karen s'est penchée et a légèrement baissé le volume de l'ordinateur portable, pas éteint, juste baissé, et aucune de nous n'a rien dit pendant longtemps. L'océan continuait de bouger derrière nous, indifférent et énorme, tandis qu'à 6000 miles de là, un mariage que j'avais passé 12 ans à financer sans le savoir s'arrêtait complètement et silencieusement. La diffusion en direct a continué pendant encore 20 minutes après la fin de la présentation, bien que très peu de ce qui s'est passé ressemblait encore à une réception de mariage. Il n'y a pas eu de cris, du moins pas que le microphone ait capté clairement. Pas de musique dramatique s'élevant sous une confrontation comme on pourrait s'y attendre si c'était un film au lieu de ma vie réelle. Ce que j'ai vu à la place était plus silencieux et, à sa manière, bien plus dévastateur. Des invités assis dans un silence stupéfait. Quelques-uns se levant et se dirigeant discrètement vers les sorties, peu disposés à rester pour une célébration qui venait de se révéler construite sur quelque chose dont ils ne voulaient plus être témoins. Nicolas se déplaçant entre les tables, tentant des explications qui, visiblement, ne prenaient pas, son visage rouge d'une manière que je reconnaissais pour l'avoir vu gérer pendant des années des crises qui étaient, d'une manière ou d'une autre, toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est Ethan qui a finalement tout arrêté. Je l'ai regardé se diriger vers la petite estrade près de la table d'honneur, prendre doucement le microphone des mains du maître de cérémonie et s'adresser directement à la salle. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas joué l'indignation pour les caméras qui enregistraient encore sur des dizaines de téléphones dans toute la salle de bal. Il a simplement dit qu'il devait reporter la cérémonie, qu'il tenait profondément à Olivia, mais ne pouvait pas en bonne conscience épouser quelqu'un dont l'avenir, de son propre aveu par écrit, avait été construit sur des années de tromperie calculée envers une femme qui n'avait jamais cherché qu'à l'aider. Plusieurs invités ont applaudi discrètement, un son inconfortable et dispersé. La plupart ont simplement commencé à rassembler leurs affaires. J'ai éteint la diffusion en direct peu de temps après. Il y a un point où regarder cesse d'être nécessaire et commence à se rapprocher du voyeurisme, et je ne voulais pas franchir cette ligne, même après tout. Karen et moi sommes restés assises sur le balcon alors que le soleil continuait sa lente descente dans l'océan, aucune de nous ne disant grand-chose. L'énormité de ce qui venait de se passer s'installant sur nous deux, chacune à son rythme. Au cours des mois suivants, j'ai appris le reste par des sources indirectes, par Mélissa, par des connaissances communes, par des textos occasionnels de Karen, qui était restée plus connectée au commérage de la famille que je n'avais d'intérêt à le rester. Olivia a perdu la boutique en 4 mois, son partenaire commercial se retirant une fois que les irrégularités financières sont devenues impossibles à ignorer. Plusieurs amitiés se sont dissoutes discrètement. Le genre de retombées sociales qui se produisent lorsque les gens réalisent qu'ils avaient applaudi la générosité de quelqu'un alors qu'elle trompait activement la personne qui la fournissait. Nicolas, faisant face à ma plainte civile avec un avocat bien moins préparé que Mélissa, a finalement été contraint de liquider plusieurs actifs, y compris une propriété de vacances dont il avait toujours été particulièrement fier, pour régler ce qu'il me devait. Grâce à une médiation approuvée par le tribunal, j'ai récupéré une partie importante de mon investissement initial. Pas la totalité, mais assez pour sentir que les choses avaient finalement été remises en ordre. Nicolas m'a contacté à plusieurs reprises dans les mois qui ont suivi. Des textos d'abord, puis des courriels plus longs, puis finalement une demande formelle par l'intermédiaire du bureau de Mélissa, me demandant si je serais prête à le rencontrer en personne. J'ai finalement dit oui. Bien que je veuille être honnête que je ne l'ai pas fait dans l'espoir persistant d'une réconciliation.
Je l'ai fait parce que je pensais que je me devais la conclusion d'entendre ce qu'il avait besoin de dire directement, plutôt que filtré par des mois de récits de seconde main et de correspondance juridique. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille, un terrain neutre où aucun de nous n'avait jamais été ensemble auparavant. Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir, bien que cela ne fasse que quelques mois, fatigué d'une manière qui suggérait que la dernière année lui avait coûté plus que de l'argent. Il s'est excusé, à sa manière, bien que même alors j'ai remarqué qu'il formulait les choses avec soin, parlant de vouloir maintenir la paix et protéger la famille plutôt que de nommer directement les années de préjudice financier qu'il avait permises et tranquillement encouragées. Je pensais que maintenir la paix était le plus important, a-t-il dit, tournant lentement sa tasse de café sur la table sans en boire. Je me souviens clairement du moment, de la façon dont la lumière de l'après-midi entrait par la fenêtre derrière lui, du bourdonnement ordinaire d'un café qui n'avait aucune idée qu'il accueillait la conversation finale d'un mariage de 12 ans. Je ne ressentais plus de colère à ce moment-là, ce qui m'a surprise. Ce que je ressentais était une sorte de certitude bien établie à propos de quelque chose que je n'avais pas entièrement compris jusqu'à ce que je le dise à voix haute. La paix construite sur le sacrifice de quelqu'un d'autre n'est pas la paix, lui ai-je dit. C'est juste de l'exploitation silencieuse avec de meilleures manières. Il n'a pas eu de réponse à cela. Nous avons fini notre café principalement en silence, et je ne lui ai pas parlé depuis, au-delà de ce qui est strictement nécessaire par l'intermédiaire de nos avocats. Un an jour pour jour après ce mariage qui ne s'est jamais terminé, je me suis retrouvé sur cette même plage de Maui, seule cette fois. Karen étant rentrée chez elle quelques jours plus tôt pour ses propres obligations familiales. J'ai marché le long du rivage alors que le soleil commençait sa descente familière. L'eau chaude autour de mes chevilles, et j'ai pensé à la femme que j'avais été 12 ans plus tôt, assise à une table de gala en face d'un veuf charmant, croyant si complètement que l'amour signifiait donner jusqu'à ce que ça fasse mal, et appelant la douleur dévouement. Je ne crois plus cela. J'ai appris, lentement et à un coût réel, que l'amour qui exige votre effacement n'est pas du tout de l'amour. C'est une transaction déguisée en langage familial, conçue pour que la personne qui donne se sente coupable de jamais remarquer le déséquilibre. Le cadeau que j'ai envoyé ce jour-là n'était pas de la cruauté, et ce n'était pas de la vengeance. Peu importe comment certaines personnes de cette famille ont choisi de le décrire depuis. C'était simplement la première chose complètement honnête que j'avais offerte à l'un d'entre eux en plus d'une décennie. Certaines personnes construisent leur vie en gardant le silence pour préserver une paix fragile. J'ai finalement compris que certaines paix ne valent pas du tout la peine d'être préservées. Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi, je veux savoir ce que vous pensez que cette histoire racontait vraiment. Avais-je raison d'envoyer ce cadeau? Ou pensez-vous qu'il y avait une manière plus douce de traverser tout cela? J'adorerais savoir d'où vous regardez ce soir et ce que vous auriez fait à ma place. Abonnez-vous et restez proches. Il y a d'autres voyages comme le mien à venir, et je ne veux pas que vous en manquiez un seul. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.